Qu'est-ce qu'enseigner? Enseigner, c'est organiser des apprentissages en vue de transformer des élèves. Un travail qui ne va pas de soi. Tiraillé entre les prescriptions institutionnelles, les réalités de la classe et ses préoccupations personnelles, l'enseignant doit multiplier les compromis. Nous allons alors parler des mécanismes d'autorégulation de l'écosystème classe, mécanismes majoritairement inconscients qui influencent l'apprentissage, positivement ou négativement. Commençons par quelques définitions. Qu'est-ce qu'un mécanisme d'autorégulation? Un mécanisme, c'est un fonctionnement, un processus, une manière qui permet d'assurer le fonctionnement correct de quelque chose sans intervention extérieure. La classe fonctionne alors en autonomie, elle se régule, c'est-à-dire s'engage, se coévalue, s'auto-évalue, fait des essais et des erreurs, se corrige et revient sur le bon chemin, tout en faisant des choix pour atteindre le but. L'enseignant sert aussi d'inducteur pour les faire réussir. D'autre part, dans le giron de l'école, on parle d'écosystème de la classe. L'écosystème étant entendu comme un ensemble formé par une communauté d'élèves, en interrelation avec l'environnement. L'environnement est alors multiple. Pour Marcenac, l'environnement est l'ensemble des personnes, des objets naturels ou artificiels, des contraintes placées par l'enseignant et que l'élève rencontre dans une tâche, etc. L'environnement physique et humain fait référence à tout ce qui entoure les élèves. C'est le milieu au sein duquel ils déploient leur action. Ce milieu est constitué par des objets, des substrats pour se déplacer, des camarades, filles et garçons, des enseignants, etc. L'espace d'évolution principal est le gymnase, la pelouse, la terre, mais aussi l'eau, la neige, la forêt, le rocher, l'air, etc. L'environnement physique et humain est incarné en EPS par la richesse des APSA, lesquels proposent des grandes catégories d'expériences. Des formes variées de déplacement avec ou sans engin, des manipulations d'objets, des communications avec autrui, des coopérations et ou des oppositions, des lancers de force et ou de précision, des sauts, des figures acrobatiques et ou esthétiques à produire ou à reproduire, etc. Enfin, les situations pédagogiques constituent une partie de l'environnement. Finalement, l'écosystème classe est un système formé par l'ensemble des individus, enseignants et élèves, et de l'environnement, en interdépendance dynamique à la recherche d'un équilibre. Équilibre qui renvoie à ce mécanisme d'autorégulation. Quel type de mécanisme d'autorégulation existe-t-il? Les travaux de Kounin mettent en évidence un certain nombre de mécanismes d'autorégulation de l'écosystème classe qui échappent aux prises de décision de l'enseignant. Ils sont comme autonomes. En voici quelques exemples. Ripple effect. En s'approchant de ses élèves, l'enseignant accroît indirectement et inconsciemment leur implication dans le travail. White-itness. Par différents moyens, notamment en se déplaçant constamment dans la classe pour aller à la rencontre de certains élèves, l'enseignant leur laisse penser qu'il s'occupe plus particulièrement d'eux. Momentum. L'enseignant ajuste le flux d'informations délivré dans la classe en fonction des réactions de quelques élèves jugés par lui comme représentatifs du groupe classe. Ces élèves appartiennent pour ainsi dire à la moyenne de la classe. Ce sont ni les élèves les plus en réussite, ni ceux qui connaissent le plus de difficultés. Donc là, on s'est situé sur des mécanismes d'autorégulation de l'écosystème classe favorables à l'apprentissage. Et enfin, nous allons nous intéresser à ceux, ou plutôt à celui, qui a tendance à freiner l'apprentissage. Chalès met en évidence l'hystérésis cognitive. Et il explique que la nature du feedback délivré à chaque élève ne dépend que pour partie de sa prestation. De fait, plus les élèves se succèdent de façon rapprochée, plus le feedback transmis à l'élève qui vient de passer a de chances d'être identique au feedback destiné à l'élève qui l'a précédé. En moyenne, chaque élève a ainsi 60% de chances d'entendre le même commentaire que son camarade précédent. Et seulement 7% de chances d'entendre un commentaire ajusté à son précédent essai. Ainsi, comment pouvez-vous utiliser ces connaissances? Je préfère que vous les utilisiez de manière ponctuelle, dans une copie notamment sur les interventions de l'enseignant. Montrez que ces déplacements ne sont pas neutres, mais impactent l'engagement des élèves et leur apprentissage. Les enseignants observent, analysent et extraient des éléments pertinents de la conduite motrice moyenne des élèves de la classe pour adapter le contenu d'enseignement. Rien n'est aléatoire. Inversement, vous pouvez vous en servir ponctuellement en nuances, notamment sur un bloc sur les feedbacks, pour montrer la faible pertinence et quasi inefficacité des feedbacks. Cela permettra grandement d'enrichir votre bloc. Pour aller plus loin, vous pourriez aussi l'utiliser en synthèse, pour mettre en avant un bloc plutôt du côté de l'enseignant, afin de montrer les solutions mais aussi les freins qu'il a en sa possession pour favoriser ou alors ralentir l'apprentissage. Pour cela, on va prendre exemple sur un sujet. Comment l'enseignant d'EPS peut-il à la fois prendre en considération la diversité de la classe et la construction de compétences? Sujet type que vous pourriez avoir par exemple sur une épreuve de CAPES. Eh bien, nous allons démontrer les éléments suivants. Pour aller plus loin, le positionnement et les déplacements de l'enseignant sont de nature à favoriser la construction de compétences. On l'a vu juste avant avec les différents éléments entre momentum, ripple effect, white-itness, etc. En effet, par son observation et sa proximité avec les élèves, l'enseignant accroît indirectement et inconsciemment leur implication dans le travail. Très bien. Par exemple, Kounin, comme on l'a vu précédemment, a démontré que l'implication dans le travail était améliorée chez les élèves à partir du moment où l'enseignant s'approchait d'eux. Dès lors, l'enseignant peut organiser sa place dans l'espace de travail afin d'être au plus proche de certains élèves en difficulté. Ça suppose que ce soit donc réfléchi. Cela leur permettra aux élèves de s'inscrire dans cette dynamique favorable à la construction de compétences. Cette dernière phrase permet donc de relier au sujet. Dans cette continuité, en ciblant les élèves en échec, sans stigmatisation évidemment, l'enseignant multiplie ses rapprochements en leur direction pour décupler leur travail. Il peut aussi profiter du moment pour individualiser un feedback tout en étant vigilant à ne pas réaliser une hystérésis cognitive. Donc là, on vient nuancer en disant qu'effectivement,
Il doit prendre en considération les élèves en échec, mais sans les stigmatiser. Puis en plus, il va multiplier leurs rapprochements de manière à leur donner des feedbacks individualisés, mais on a démontré que les feedbacks avaient tendance à être peu personnalisés, donc il fera attention à ne pas tomber dans ce piège. Ainsi, le professeur de PS arrive à la fois à viser des compétences chez les élèves de la classe et à prendre en considération une particularité des élèves, ceux en échec moteur. Voilà, donc vous avez eu une illustration d'un bloc type. Bien évidemment, il manque l'illustration, mais vous percevez un petit peu la manière de structurer les blocs. Et pour encore plus de détails et plus d'informations sur des blocs argumentaires, je vous invite à vous rapprocher de notre série qui vous propose un certain nombre de blocs argumentaires tout faits type, et en plus de cela, ils sont expliqués. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, on se tient à votre disposition si vous avez des questions, soit directement par mail, soit sur notre groupe Facebook. On se retrouve très prochainement sur de futures vidéos. À bientôt.